1976. Dans une Europe encore marquée par le contraste entre tradition et avant-garde, la Lotus Esprit apparaît comme un manifeste visuel. Comme sortie tout droit d'une vitrine du centre Pompidou, ses lignes géométriques, froides et agressives, reflètent une esthétique brutaliste appliquée à l'automobile. Conçue par Giorgetto Giugiaro sous le signe du folded paper design, elle était la réponse britannique à la sophistication visuelle qui enchantait les boulevards parisiens. La France, toujours sensible au dialogue entre l'art et la fonction, voyait dans l'Esprit quelque chose de plus qu'une simple voiture. Sa carrosserie en fibre de verre, moulée à la main, reposant sur un châssis backbone amélioré, évoquait davantage un concept de sculpture mobile qu'une simple voiture de sport. Légère, avec moins de 950 kg, elle était propulsée par un moteur 2 litres, 4 cylindres en ligne, positionné centralement, développant environ 160 chevaux. Le choix de la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports de la Citroën SM n'était pas une coïncidence. Lotus recherchait la précision française dans un ensemble essentiellement britannique. Le résultat ? Un comportement dynamique alliant vivacité et austérité. La suspension avant était dérivée des monoplaces de course, tandis que la suspension arrière offrait une stabilité qui ne révélait ses limites qu'à ceux qui osaient la provoquer. La conduite de l'Esprit exigeait une grande sensibilité tactile. Le volant lourd à basse vitesse, l'embrayage sec, le bruit métallique provenant de l'arrière des sièges. Tout composait une symphonie mécanique qui attirait les puristes. En France, où des voitures comme l'Alpine A110 cultivaient la légèreté et le contrôle, l'Esprit apparaissait comme une alternative plus froide, plus rationnelle, presque philosophique. L'intérieur était exigu, conçu davantage pour l'implication que pour le confort. Tout y rappelait un cockpit d'avion, pas une voiture de tourisme. C'était une expérience technique, presque académique, et pour cette raison, profondément respectée par les connaisseurs français. L'Esprit ne demandait pas l'admiration, il l'imposait avec ses lignes affûtées et son comportement qui défiait l'élégance avec maîtrise. C'était le premier acte d'un opéra moderne, composé entre le brouillard britannique et le goût français pour le contrôle absolu du design. Une voiture qui parlait moins de vitesse que d'intention. Et son histoire, dans l'imaginaire français, ne faisait que commencer. Le développement de la Lotus Esprit fut un exercice de précision presque cartésienne. À Etel, sous un ciel gris et rigoureux, les ingénieurs s'affairaient ça comme des luthiers, ajustant chaque élément avec le soin de ceux qui composent une symphonie moderne. Rien n'était fait à la hâte, tout exigeait de la cohérence. C'était l'esthétique de la raison appliquée à la forme automobile, un concept qui résonnait profondément dans l'imaginaire technique français. L'architecture centrale de l'Esprit était une réinterprétation du châssis backbone, où le tunnel structurel servait de colonne vertébrale à l'ensemble. Au-dessus, la carrosserie en fibre de verre était moulée à la main, créant un objet léger, mais étonnamment solide. La philosophie de Colin Chapman s'y manifestait dans sa forme la plus pure. Simplifier, puis ajouter de la légèreté. Une chose qui, pour l'esprit français, formé à l'école de pensée de Citroën, Matra et Alpine, semblait profondément familière. La suspension était un chapitre à part. Indépendante sur les 4 roues, avec un raffinement géométrique qui favorisait le contrôle et la prévisibilité, l'ensemble transmettait une sensation de pureté mécanique. À grande vitesse, l'Esprit semblait planer, mais sans perdre son adhérence. C'était comme glisser avec précision sur des rails invisibles. Pour un pays où la conduite est considérée comme un langage, le comportement de la Lotus était une phrase bien construite, directe, élégante, définitive. Le moteur type 907, avec culasse en aluminium et double commande de soupape, fonctionnait avec une précision clinique. Ce n'était pas un V8 musclé ni un 6 cylindres en ligne romantique. C'était un 4 cylindres concentré, rationnel, alimenté par 2 carburateurs Dell'Orto qui délivraient une puissance parcimonieuse et continue. Environ 160 chevaux, certes, mais distribués avec intelligence et discipline. À l'intérieur de l'habitacle, le conducteur trouvait un espace délimité, presque mathématique. L'ergonomie était prise au sérieux, mais sans concessions émotionnelles. Chaque bouton, chaque angle, chaque texture, tout donnait l'impression d'être à l'intérieur d'un outil, pas d'un objet de luxe. C'était un espace de travail. Pour ceux qui considèrent l'automobile comme une extension de l'esprit, c'était la perfection. L'esprit ne se présentait donc pas comme une séduction. Elle s'imposait comme une structure logique, comme de l'ingénierie élevée à la forme. C'est pourquoi, en France, sa présence silencieuse a été saluée par les ingénieurs, les pilotes et les puristes. Une voiture qui parlait français, même si elle était anglaise. Conduire une Lotus Esprit en 1976, c'était comme manier un instrument de précision à grande vitesse.
Il ne s'agissait pas seulement de puissance ou d'accélération, mais de sensation. La voiture était légère, communicative et offrait une expérience plus proche de la conduite pure que de la conduite civile. C'était comme si un scalpel avait été équipé de roues et de pédales. Les 160 chevaux développés par le moteur Type 9 107 à aspiration naturelle permettaient à l'Esprit d'atteindre 100 km/h en environ 7 secondes. La vitesse maximale était proche de 220 km/h. Mais pour les passionnés français, les chiffres n'ont jamais été qu'une façade. Ce qui importait, c'était la manière dont la voiture délivrait ses chiffres. Progressivement, avec équilibre, avec clarté. Sans artifices électroniques, sans intermédiaire entre le conducteur et le sol. Le couple d'environ 190 Nm se manifestait de manière douce et contrôlable. La progressivité de la puissance était idéale pour les routes sinueuses et les tracés montagneux, des paysages où la maîtrise de la trajectoire primait sur la puissance brute. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, issue de la Citroën SM, s'accordait avec le moteur comme une boîte de chronométrage. Elle exigeait de la précision. Elle n'était pas permissive. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle récompensait le conducteur attentif par des transitions presque chirurgicales. Le châssis léger et rigide, associé à la suspension indépendante aux 4 roues, faisait de l'Esprit une extension de l'esprit du conducteur. Chaque virage était une conversation, chaque freinage un geste chorégraphié. Les pneus adhéraient à l'asphalte comme des pinceaux sur une toile et le retour d'informations était direct, sans filtre, sans hésitation. Le volant, lourd à basse vitesse, devenait progressivement plus communicatif à mesure que le rythme s'accélérait. À grande vitesse, la voiture se posait comme un félin prêt à bondir. Lors des essais routiers réalisés par la presse française, l'Esprit surprenait moins par sa puissance que par son équilibre. Face à ses rivales italiennes et allemandes, elle offrait une conduite plus pure, moins théâtrale mais profondément engageante. C'était, comme le disaient les journalistes de l'époque, une voiture qui ne crie pas, mais qui murmure sa route. Pour les Français, héritiers d'une tradition automobile sensible à la technique et à la forme, l'Esprit était de la poésie mécanique. Elle exigeait respect, dévouement et finesse. Mais pour ceux qui savaient l'écouter, elle offrait quelque chose de rare, la sensation d'être à l'intérieur d'une idée, plus qu'à l'intérieur d'une voiture. Même entourée de lignes séduisantes et d'une ingénierie de pointe, la Lotus Esprit n'a pas échappé à la controverse. En France, où la relation à l'automobile implique autant d'émotions que de raisons, l'Esprit suscitait des sentiments contradictoires. Il y avait bien sûr de l'admiration pour son design, mais aussi des réserves quant à sa réalisation. Et c'est précisément ce contraste qui a façonné son accueil au cours des décennies suivantes. Les premiers essais de la presse spécialisée ont révélé des faiblesses qui ne correspondaient pas à son image avant-gardiste. La carrosserie en fibre de verre, aussi innovante soit-elle, présentait des imperfections de finition. Les joints visibles, les bavures internes et les bruits provenant des portes compromettaient l'illusion de raffinement. Dans un pays où le détail est considéré comme un art, cela semblait être une hérésie. Le moteur Type 907 était également critiqué. Bien que techniquement avancé, il nécessitait des soins constants. La sensibilité des carburateurs Dell'Orto aux variations de température et d'altitude causait des instabilités. Et en France, où les Alpes, les plaines et le littoral se côtoyant sur quelques kilomètres, cette sensibilité devenait un fardeau. Certains jours, l'Esprit ressemblait davantage à un artiste capricieux qu'à une machine fiable. L'intérieur divisait les opinions. La position de conduite, surbaissée, les jambes tendues, était appréciée par les puristes, mais inconfortable pour ceux qui recherchaient la praticité au quotidien. Les commandes secondaires étaient de mal réparties, la ventilation était insuffisante et l'isolation acoustique était pratiquement inexistante. Sur les routes asphaltées irrégulières, la voiture résonnait comme un tambour. À bord, il était impossible d'oublier que l'on se trouvait dans une voiture de sport pure souche. Mais pour de nombreux Français, c'était une qualité, pas un défaut. Dans les milieux techniques, le plus gros problème était l'entretien. L'accès au moteur arrière nécessitait un démontage fastidieux. Les pièces de rechange étaient coûteuses et pas toujours disponibles en dehors du Royaume-Uni. Dans les concessions françaises, l'Esprit était un corps étranger. Il exigeait des connaissances spécifiques, des outils britanniques et une patience artisanale. Cela le rendait exclusif, mais limitait également sa présence. Malgré tout, l'Esprit a trouvé refuge parmi les esthètes de la mécanique. Ingénieurs, designers, amateurs de conduite pure, tous voyaient dans cette voiture quelque chose de rare, une tentative de rationaliser la vitesse, de créer une automobile qui soit une idée et pas seulement une machine. Et malgré ses défauts, elle tenait cette promesse avec style. Elle était après tout une provocation élégante, un rappel que l'imparfait peut aussi être sublime. En France, la Lotus Esprit a transcendé le statut de voiture pour devenir un archétype. Non pas de puissance brute, mais de précision. Non pas d'ostentation, mais de philosophie.
Elle n'a pas imposé son nom par ses ventes, mais par sa conception. Son impact a été silencieux, comme les grands gestes de l'architecture moderne. Il ne crie pas, il reste simplement. Le véritable moment de consécration symbolique est venu du grand écran. En 1977, avec L'espion qui m'aimait, l'esprit est définitivement entré dans la mémoire collective. Lorsque James Bond a plongé avec lui dans les eaux méditerranéennes, la France, pays de cinéphilie et de critique, n'a pas vu seulement un effet spécial. Elle a vu une idée. Une voiture qui se transformait, qui franchissait les frontières, qui échappait à la logique. Une métaphore sur la liberté et le déguisement, et sur le design comme récit. Dans les écoles de design de Paris, Lyon et Nantes, l'esprit a commencé à être étudié aux côtés des œuvres de Giugiaro, Pininfarina et Bertone. Son profil en forme de coin, radical, épuré, résolument graphique, est devenu une référence esthétique. Son intérieur fonctionnaliste a inspiré des réflexions sur l'ergonomie et le langage visuel. Et son approche minimaliste a gagné le respect des ingénieurs et des stylistes qui voyaient, dans le moins, une forme de précision expressive. Mais son héritage ne s'est pas limité aux salles de classe. Dans les clubs de passionnés tels que le Club Lotus France, l'esprit est devenu une relique mécanique. Il est restauré avec passion et entretenu avec une rigueur presque religieuse. Chaque détail, chaque spécification technique, chaque numéro de série, tout est documenté avec le zèle de ceux qui comprennent qu'il préserve quelque chose de rare. Une idée de conduite pure, sans filtres électroniques, sans concession à la mode. Dans la presse automobile française, il figure souvent dans les listes des concepts qui ont fait leur apparition dans les rues, des designs intemporels ou des voitures de sport oubliées qui méritaient mieux. Et avec le temps, cette reconnaissance silencieuse l'a élevé au rang de symbole. Un symbole non pas du luxe, mais de l'intelligence appliquée à la vitesse. Pour de nombreux Français, l'esprit est le souvenir qu'une voiture peut être plus qu'une machine. Elle peut être une thèse, un manifeste, un véhicule où la forme et la fonction s'affrontent et où de cette tension naît la beauté. Une icône qui, même loin des chiffres de vente, reste proche de ce qui importe le plus, la pensée qui perdure. Le temps n'a pas affecté la Lotus Esprit comme il affecte les autres voitures. Elle ne s'est pas détériorée, elle s'est affinée. Elle est devenue un concept. Elle est devenue un silence technique qui résonne encore dans les oreilles de ceux qui écoutent attentivement. En France, elle survit comme un spectre élégant d'une époque où l'automobile était idée et forme, geste et discipline. Elle ne crie pas dans le présent, elle attend simplement, immobile, comme une structure logique enfouie sous le bruit contemporain. Dans les rues numériques des simulateurs, dans les rencontres entre puristes, dans les carnets de croquis des étudiants en design, l'esprit respire encore, il enseigne encore, sa philosophie, légèreté, précision, vérité mécanique, reste une boussole pour ceux qui se sont perdus entre les écrans et les capteurs. Il n'offre pas le pardon, mais il offre un sens. Et c'est pourquoi, pour l'esprit français, l'esprit reste nécessaire. Il nous rappelle que la beauté n'a pas besoin d'être confortable, que la vitesse n'a pas besoin d'être violente, que le design peut être un argument, qu'une voiture peut, oui, proposer une thèse et laisser chaque virage en être la preuve. Si vous avez ressenti cela tout au long de ce voyage, si le son métallique de l'ingénierie pure résonne encore en vous, alors c'est le moment d'agir. Appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette réflexion et si possible soutenez ce travail. Car préserver la mémoire de l'esprit, ce n'est pas seulement parler d'une voiture, c'est se rappeler que la rigueur peut encore être belle, que la machine peut encore être poésie et que, même à une époque bruyante, il existe des voix silencieuses qui méritent d'être entendues.